Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire à nous. Merci. Alors, on repart combien d'années dans le passé? Aujourd'hui, on va plutôt pas parler d'un événement en particulier. Bon, on va parler d'un événement, mais qui est lié à une personnalité qui aura marqué l'histoire du XXe siècle, une figure très importante. Il s'agit de Nelson Mandela. Il faut savoir qu'il y a 2 jours, on a fêté les 10 ans de sa disparition. Il est mort le 5 décembre 2013, 2003, pardon. 2013, pardon, 5 décembre 2013. Ouh là là, je m'embrouille dans les dates. Donc, il est mort le 5 décembre 2013 en Afrique du Sud. Et donc, ce matin, il s'agit de revenir un peu sur le parcours de Nelson Mandela et aussi de parler de son héritage. Parce que quand même, 10 ans après, qu'est-ce qu'il reste de l'Afrique du Sud qu'il a légué en fait à l'histoire. Alors, pour ce qui concerne Nelson Mandela, bon, grosso modo, on peut dire que c'est un homme noir, figure politique incontournable sud-africaine de la lutte contre l'apartheid, qui a été emprisonné pendant 27 ans. Il était premier président noir d'Afrique du Sud, lauréat du prix Nobel de la paix en 1993. Bref, c'est une personne qui aura su marquer de son empreinte aussi bien l'histoire de l'Afrique du Sud que l'histoire de l'humanité. Alors, pour revenir brièvement à sa vie, il faut savoir que Nelson Mandela donc, était né le 18 juillet 1918 en Union. C'est une petite ville située au centre d'Afrique du Sud. Il est d'ethnie Xhosa, c'est une ethnie bantou d'Afrique du Sud. Il est quand même issu d'un milieu social quand même assez aisé. Hein. Ses parents avaient disposé quand même d'un certain nombre de moyens. Et ce sont ces moyens qui vont lui permettre de mener de brillantes études qui vont l'amener jusqu'à l'université où il va faire des études de droit et obtenir son diplôme d'avocat. C'était au début des années 50. Et donc, à partir de là, il est conscient évidemment des inégalités qui frappent les Noirs en Afrique du Sud et il va donc très vite s'engager dans l'action politique, dans les activités politiques et intégrer l'African National Congress, donc l'ANC, qui était un parti qui luttait contre l'apartheid à côté d'un autre grand parti qu'on appelle le Pan-African Congress, le PAC. Et donc, à partir de là, dans les années 50, il va intégrer l'ANC et il va être notamment le fondateur de ce qu'on appelle des associations qui travaillent pour des associations des jeunes qu'on appelle les ligues de la jeunesse de l'ANC. Et dans un premier temps, il va d'abord mener un combat pacifique pour l'obtention de l'égalité des droits des Noirs d'Afrique du Sud parce qu'on était en plein régime d'apartheid. Alors le régime d'apartheid, c'est un régime ségrégationniste dans lequel on prône une évolution séparée des races au sein d'un même État. Donc, du fait de votre race, ça vous accorde un statut juridique qui vous accorde donc des droits qui vont différer selon que vous soyez blanc, noir, métis ou indien. Donc, en Afrique du Sud, c'était comme ça que ça fonctionnait. Bien entendu, les blancs occupant le haut de la chaîne, la pyramide. En dessous, on avait les Indiens. Juste en dessous, on avait ce qu'on appelle les métis. Donc, c'était un peu les mélanges de toutes les autres races. Et en dessous, on avait les Noirs qui constituent l'essentiel de la population, mais qui sont aussi les personnes qui souffrent le plus des inégalités sociales. Et donc, tout va basculer à partir des événements de Sharpeville, parce le 21 mars 1960, le gouvernement sud-africain va prendre une décision. Elle va prendre une loi dans laquelle elle oblige tous les Noirs à avoir régulièrement leur passeport sur eux. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça facilite la tâche pour la police lorsqu'ils veulent arrêter des gens de savoir, d'avoir l'identité des Noirs et de savoir là où ils sont. Il faut savoir que beaucoup d'actes de vandalisme qui étaient commis à cette époque-là, les gens faisaient exprès de ne pas avoir leurs papiers sur eux pour qu'on ne puisse pas déterminer leur identité et donc pour qu'on ne puisse pas véritablement savoir où ils sont, quelles sont leurs familles. Donc, ils vont prendre une loi et donc cette loi va s'appeler le Pass Law Act et à la suite de cela, de nombreuses manifestations vont être organisées en Afrique du Sud, notamment par les Noirs, encouragées en cela par l'African National Congress et le Pan-African Congress. Alors malheureusement, ce rassemblement de Sharpeville va tourner au drame parce que la police qui va venir en grand nombre va ouvrir le feu. On comptera plus de 60 morts et près de 180 blessés et donc les réactions immédiates justement à ce massacre-là vont être évidemment la multiplication de manifestations à travers le pays et même les Nations Unies vont condamner activement ces manifestations-là. Et donc,
qu'est-ce que va faire le gouvernement à l'époque? Eh bien, le gouvernement va durcir le ton et va donc décider de la suppression de l'ANC et de PAC. Et donc, ça va pousser Nelson Mandela et les siens à entamer la lutte clandestine et la lutte armée et de lancer ainsi une véritable guérilla en Afrique du Sud. Et puis, donc, face à tous ces débordements, donc la situation ne va faire que s'envenimer d'un point de vue de la violence en Afrique du Sud. Et donc, en 1962, l'ONU va donc décider de mettre l'Afrique du Sud sous embargo. Parce qu'il faut bien comprendre que en 1962, on est en pleine guerre froide, mais il y a deux pays. Il y a un pays qu'on appelle l'URSS qui n'a jamais colonisé, qui n'est pas un État colonisateur. Et donc, l'URSS soutient toutes les luttes qui visent à permettre aux gens d'être indépendants, d'acquérir leur liberté. Et donc, l'URSS ne va pas prendre pied en Afrique du Sud pour soutenir directement l'ANC, mais l'URSS va prendre tout un certain nombre de mesures, puisqu'elle en avait l'influence et la capacité au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, pour sanctionner l'Afrique du Sud. Et cela, l'URSS va être suivi par un certain nombre d'États, donc les jeunes États africains qui venaient d'acquérir leur indépendance en 1960, donc le Congo, le Gabon, etc. Les États-Unis n'étaient pas dedans. Les États-Unis étaient dedans pour se donner bonne figure. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'à l'intérieur des États-Unis en 1962, il y avait la ségrégation, notamment dans les États du Sud. Les gars ne pouvaient pas se mêler de l'apartheid. Disons qu'ils n'encourageaient pas l'apartheid, mais ils n'y étaient pas contre. C'est-à-dire qu'en 1962, les États-Unis entretenaient jusqu'en 1962 des relations diplomatiques et commerciales avec l'Afrique du Sud. C'est à partir de la multiplication de ces événements-là, de cette insurrection armée entretenue par l'ANC et le PAC sur le territoire à l'intérieur de l'Afrique du Sud, et justement, étant donné le combat qui était totalement noble et juste, encouragé en cela par une grande partie de la communauté internationale, notamment les jeunes pays africains d'Afrique subsaharienne qui se reconnaissaient dans la lutte de l'ANC, parce qu'ils avaient aussi, certains pays avaient mené des luttes coloniales pour obtenir leur indépendance. Donc, ces pays-là vont massivement soutenir toute résolution prise aux Nations Unies et qui visait à sanctionner l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça que, le 6 novembre 1962, l'ONU va sanctionner l'Afrique du Sud et donc un embargo économique et commercial va être imposé à l'Afrique du Sud. Et donc, Nelson Mandela donc, et les membres de son parti, l'African National Congress, vont mener donc la guérilla jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Et le 12 juin 1964, Nelson Mandela sera condamné à l'issue d'un procès qui va durer 1 mois. Au cours de ce procès qui va devenir célèbre, puisque après la libération de Nelson Mandela, les images de ce procès-là vont ressortir, notamment le discours qu'il va tenir devant les jurés devant les juges au moment de sa condamnation, où il ne va absolument pas renier tous les actes qu'il a commis et il va au contraire les justifier pour lui, évidemment, au nom de la lutte pour la liberté, au nom de la lutte pour l'égalité des droits en Afrique du Sud. Il va justement assumer ses choix d'avoir combattu, d'avoir posé les actes pour lesquels il va être conduit en prison. Alors, lui et 7 autres de ses co-religionnaires vont donc être condamnés à la prison à vie le 12 juin 1964 par la justice sud-africaine. Il faut savoir que durant son incarcération, il va prendre la prison à vie parce que dans un premier temps, la justice sud-africaine va lui demander qu'en échange d'un renoncement total à la lutte contre l'apartheid, il accepte qu'il soit libéré. Et donc, lui, il va refuser parce qu'il estime que la lutte contre l'apartheid, c'est une lutte qui dépasse sa vie, qui dépasse ses simples droits individuels, et donc il ne peut pas, lui, accepter de renoncer à lutter contre l'apartheid en échange d'une liberté. Et donc, il va être en prison, il va être en captivité pendant 27 ans, d'abord à la prison de Robben Island, puis il ira dans d'autres prisons un peu plus confortables, et donc il y restera jusqu'en 1990, notamment à l'issue grâce... Mais pourquoi il y a le focus sur lui alors qu'il n'était pas le seul Il n'était pas le seul condamné. Non, il n'était pas le seul, mais le focus est sur lui parce que l'histoire va faire que petit à petit, les leaders historiques de l'ANC, Stephen Biko, qui va être assassiné, Walter Sisulu, qui sera mort à la fin des années 80, au début des années 90, Oliver Tambo aussi, qui mourra quelque temps après la fin de l'apartheid. Donc, quand on regarde les figures emblématiques, Nelson Mandela était
après Walter Sisulu, après Oliver Tambo, c'était la troisième personnalité qui venait. Donc, si tu veux, il y a eu une espèce d'aliment des planètes, si on pourrait parler ainsi, pour qu'au moment où justement l'apartheid commence véritablement à se fissurer à partir de 1900, après le milieu des années 80, eh ben, c'est lui qui reste la figure véritablement emblématique de la lutte contre l'apartheid. Ça, c'est de 1 et de 2. Je pense que les Afrikaans, donc les Blancs sud-africains, vont aussi estimer, ils vont un peu choisir, ils vont un peu orienter le choix vers Nelson Mandela pour 2 raisons. La première raison, c'est que Nelson Mandela était le seul leader sud-africain qui parlait régulièrement l'Afrikaans, qui est, si tu veux, le patois des Blancs sud-africains. Il a appris l'Afrikaans en prison parce qu'il était gardé par des geôliers blancs. Donc, avec eux, il va apprendre l'Afrikaans pour pouvoir communiquer avec eux. Et donc, ça, c'était quelque chose qui va énormément faciliter les échanges avec le pouvoir ségrégationniste de l'apartheid. La deuxième chose, c'est qu'il était encore celui qui prônait un État dans lequel il y aurait toutes les races. Lui ne prenait pas le fait que l'on puisse chasser une race, qu'on puisse chasser une race pour en favoriser d'autres. C'est-à-dire dire aux Blancs, ben, vous avez suffisamment fait de mal comme ça, donc vous dégagez, vous partez, et puis vous nous laissez, nous, les Noirs, avec les Indiens et les Métis, nous occuper là. Donc, lui n'avait pas cette position-là. Lui, il avait la position de créer un État multiracial, à l'image des États-Unis, un État multiracial, multiethnique, peut-être pas avec les mêmes règles, mais plutôt un État beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus idéalisé, parce que c'est quelqu'un qui était véritablement, qui croyait en la capacité à l'être humain à pouvoir transcender un certain nombre de choses et au nom de la liberté et l'égalité. Donc ces principes et ces valeurs universelles-là, pouvoir créer un État dans lequel tous les Sud-Africains... Quel est le rapport que Nelson Mandela avait avec le Gabon? Pourquoi dès qu'il sort de prison, premier voyage à l'étranger, il vient au Gabon? Parce qu'en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, le pays qui a le plus aidé à la cause sud-africaine, c'est le Gabon. Il ne faut pas oublier, le Gabon, sous Omar Bongo, a dépensé sans compter pour financer l'ANC. Notamment, il faut savoir que l'ANC, jusqu'en 1989, était une organisation proscrite. Elle était interdite en Afrique du Sud. Et donc, il y avait de nombreux militants de l'ANC qui étaient un peu partout à travers le monde et donc qui se battaient pour la cause sud-africaine. Et donc, beaucoup de ces leaders-là vont été soutenus financièrement par l'État gabonais et donc étaient encouragés en cela par Omar Bongo. Et deuxièmement, Omar Bongo aura également pesé de tout son poids au niveau de la scène internationale pour permettre justement à l'aboutissement de la libération de Nelson Mandela. Il faut savoir que juste pendant les années 60-70, jusqu'au début des années 80, malgré la pression de la communauté internationale, l'Afrique du Sud ne va jamais consentir à libérer Nelson Mandela parce qu'elle estimait que, notamment Frédéric de Klerk, estimait que Nelson Mandela était un terroriste. Il avait été condamné en 1964 parce qu'il avait posé des actes terroristes. Qu'est-ce qui a fait changer l'opinion de Frédéric de Klerk? Ce qui a fait changer, non, ce n'est pas l'opinion de Frédéric de Klerk. Lui, il va démissionner, en fait. On va le pousser à la démission. Pourquoi? Parce que la situation économique de l'Afrique du Sud était catastrophique. De 1962 à 1989, de plus en plus de pays vont en fait imposer un embargo commercial à l'Afrique du Sud. En 1989, à partir de 1985-86, le dernier pays qui continue à entretenir des relations économiques et commerciales avec l'Afrique du Sud, c'était l'Angleterre. Et donc l'Angleterre sous Thatcher. Et donc Thatcher aussi va se résoudre à reconnaître par une entourloupe du droit, enfin de la charte du Commonwealth. On va donc imposer à l'Angleterre, parce que l'Angleterre ne voulait absolument pas entendre parler d'embargo commercial pour l'Afrique du Sud, parce que Thatcher était une femme qui voulait différencier le commerce, le business et la politique. Donc pour les deux n'allaient pas ensemble. Mais par une entourloupe au niveau d'une interprétation de la charte du Commonwealth, l'Angleterre va donc être obligée de reconnaître qu'il fallait aussi sanctionner l'Afrique du Sud. Et donc la situation économique de l'Afrique du Sud était catastrophique. L'Afrique du Sud était au bord de la faillite. Et donc, Frédéric de Klerk va être un peu poussé à la démission parce que l'opposition va lui reprocher son entêtement à vouloir maintenir coûte que coûte l'apartheid qui était le motif justement de l'embargo commercial qui était à l'origine de la dégradation de la situation économique du pays. Et donc, à cause de cela, il va démissionner et donc, Frédéric Botha, lui, Peter,
comment il s'appelle, Peter Botta va partir. Oui, Frédéric de Klerk va arriver. Et de Klerk, lui, il va arriver avec une vision totalement pragmatique. Donc c'est Peter Botta qui part. Oui, c'est Peter. Il est remplacé par Frédéric de Klerk. Voilà, Peter Botta qui part. Tu m'as trompé. Non, excuse-moi. C'est Peter Botta qui part, qui est chassé, enfin qui est poussé à la démission à cause de son entêtement. Et donc, quand Frédéric de Klerk arrive en 89, eh ben, lui, il a une vision pragmatique de la situation en Afrique du Sud. Il constate que la seule façon de redresser la situation économique, c'est de lever l'embargo. Et pour lever l'embargo, il faut qu'il soit obligé de respecter ce que la communauté internationale veut, à savoir abolir l'apartheid. Maintenant, pour abolir l'apartheid, on ne peut pas l'abolir pour l'abolir. Il faut donc réhabiliter un certain nombre de personnalités avec lesquelles le gouvernement devra discuter pour voir en quels termes est-ce qu'on pourra abolir l'apartheid. Et c'est ainsi que, évidemment, Nelson Mandela va être un peu propulsé, parce qu'après, comme je l'ai dit, Walter Sisulu et Oliver Tambo étaient décédés, étaient déjà morts. Donc, lui, maintenant, il va venir, il va négocier, et par la suite, en 1993, en 90, donc, il va sortir de prison, et à partir de là, il va y avoir les négociations, en vérité, vont se poursuivre après sa libération. Elles avaient commencé avant, et donc, à partir de là, les négociations vont se poursuivre, elles vont aboutir à la fin de l'apartheid. Et puis, à partir de là, eh ben, il va devenir une personnalité politique, il va devenir le président de l'ANC. Puis, en 93, il va obtenir le prix Nobel de la paix avec Frédéric de Klerk. Et en 94, il deviendra le premier président noir de l'Afrique du Sud. Maintenant, évidemment, il va occuper le mandat pendant 4 ans. En 99, pendant 5 ans, pardon. En 99, il va quitter le pouvoir. Il va, bien entendu, être remplacé par un autre président noir. Et donc, à partir de ce qui est un peu plus... là où les gens sont un peu plus mitigés, c'est évidemment l'héritage qu'il aura laissé. Est-ce que l'Afrique du Sud qu'il avait promis aux Sud-Africains, est-ce que c'est cette Afrique du Sud-là qui s'est révélée, c'est-à-dire une Afrique du Sud plus juste, plus égalitaire sur le plan économique et social? Et là, évidemment, c'est une autre paire de manches. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.